Jusqu'à présent, nous avons parlé de la réglementation définie en fonction de ce qu'elle tente de protéger, c'est-à-dire une espèce ou un endroit spécifique. Maintenant, nous nous tournons vers la réglementation qui s'adresse à une activité ou une menace, indépendamment du lieu d'implémentation ou de l'espèce touchée. Nous avons déjà parlé de certains mécanismes utilisés pour réglementer les activités. Il peut s'agir des licences de chasse pouvant être exigées dans des aires spécifiques ou la chasse de certaines espèces particulières. Cependant, la réglementation de la chasse n'est peut-être pas limitée aux aires protégées ou aux espèces menacées. De nombreuses juridictions possèdent une réglementation générale au sujet de la chasse qui définit les processus d'octroi des permis et interdit certaines méthodes ou équipements. De la même manière, des activités qui affectent des écosystèmes spécifiques tels que le dragage ou le remplissage des zones humides peuvent généralement être réglementées où que se trouve cet écosystème, qu'il s'agisse d'une aire protégée ou non. Il peut aussi y avoir des normes générales pour certaines activités telles que l'exploitation minière ou forestière dans le but de réduire l'impact environnemental. Une des formes les plus répandues de réglementation basée sur la menace est le contrôle de la pollution. L'activité humaine affecte toujours l'environnement, c'est inévitable. La réglementation doit déterminer quel niveau d'impact est acceptable. Il doit équilibrer le désir d'innovation et de développement avec les besoins de durabilité. Elle doit aussi être capable de s'adapter aux progrès technologiques. La norme la plus simple est le quota, le plafond ou la charge, soit un nombre décrivant combien la pollution peut pénétrer l'air, l'eau, le sol ou l'atmosphère, ou encore quelle quantité d'une ressource peut être retirée de l'environnement. Une norme basée sur un quota spécifique peut être rigide. Des types alternatifs de standards peuvent être utilisés pour répondre aux progrès technologiques ou créer des mesures incitatives pour réduire la pollution. Un exemple simple est une norme basée sur la meilleure technologie disponible ou les meilleures pratiques disponibles. Cette norme exige que des opérateurs utilisent les meilleures méthodes disponibles pour limiter la pollution, les émissions de gaz à effet de serre ou autres impacts environnementaux. Dans de nombreux cas, il est accepté que les opérateurs ne soient pas obligés d'adopter la nouvelle technologie dans l'immédiat si elle est excessivement chère ou autrement irraisonnable. Une critique courante de la norme de la meilleure technologie disponible est qu'elle peut réduire les incitations à l'innovation, puisque n'importe quelle entreprise qui développe des améliorations pour réduire l'impact créera de nouvelles exigences légales pour elle-même et pour le reste de l'industrie. De l'autre côté, elle peut engendrer la protection d'entreprises qui innovent, puisque leur concurrence sera tenue aux mêmes normes technologiques. Une autre option est de combiner un plafond et un quota avec les systèmes d'échange. Par exemple, les pollueurs qui dépassent les quotas auraient la possibilité d'acheter des crédits de la part d'autres qui produisent moins d'émissions. Cela peut engendrer l'incitation à l'amélioration des pratiques environnementales, puisque les entreprises peuvent vendre les crédits qu'elles n'utilisent pas. On peut également trouver des systèmes d'échange dans le contexte de la biodiversité. De nombreux gouvernements ont adopté la politique de perte nette nulle pour les zones humides, les forêts et la biodiversité. Dans les endroits où cela s'applique, les opérateurs peuvent être capables de compenser les activités qui provoquent la perte dans un endroit en restaurant ou en protégeant un écosystème similaire dans un autre. Dans le contexte actuel du changement climatique, les échanges d'émissions ont créé un marché global de crédits carbone. De nombreux crédits proviennent de projets dans les pays en développement.
Cette compensation soulève des questions légales complexes. Par exemple, qui possède le carbone? Qui peut le vendre et qui peut en bénéficier? Il va créer aussi des opportunités de fraude et de corruption. Les taxes comme la taxe carbone ou de pollution peuvent être des alternatives de la réglementation directe ou au permis négociable. Les taxes font partie des moyens les plus efficaces de mesures fondées sur le marché pour réglementer les activités. Un autre outil commun dans la réglementation basée sur l'activité est l'étude de l'impact environnemental ou l'EIE. La plupart des pays ont une forme d'étude de l'impact environnemental pour les activités qui peuvent porter atteinte à l'environnement. Certaines activités exigent toujours une EIE. D'autres peuvent être déclenchées par un seuil spécifique, comme l'endroit où une activité aura tendance à avoir un impact négatif important sur la biodiversité ou sur l'environnement naturel. Le processus EIE est souvent transparent et peut inclure des opportunités pour le commentaire public sur l'activité proposée. Toute activité ou réglementation basée sur la menace doit se confronter à la question de savoir comment évaluer le risque. Au moment de décider d'autoriser une activité ou non, il peut être difficile de quantifier à l'avance le degré de dommage qu'une activité peut causer. Parfois, il est simplement possible de dire que le risque d'un certain niveau de préjudice existe. La réglementation peut fournir des méthodes d'évaluation et de gestion du risque et établir des seuils de niveau de risque acceptables. Elle prévoit aussi pour ce qui se passe si le désastre ou l'urgence a en effet lieu. Comment répondre et qui paiera le prix? Cela peut entraîner la responsabilité juridique.